Alors, on va voir maintenant le processus identifier les risques. Qui doit identifier les risques sur un projet? Chaque partie prenante, de toute façon, elle a une perspective différente par rapport au risque. C'est pour ça qu'il faut contacter le maximum de parties prenantes. Et le chef de projet, ici, il doit avoir des techniques de facilitation pour identifier autant de risques que possible. À quel moment on commence à identifier les risques? Je dirais dès que le projet est discuté. Donc, on a un plan de gestion des risques. Maintenant, on va identifier les risques. Donc, en sortie de ce processus, on va avoir le registre des risques. La liste des risques, leur impact possible, la probabilité d'occurrence. Après, on pourra ajouter même quelle est la personne qui est chargée du suivi de ce risque et d'appliquer les réponses. Quel est aussi le statut du risque? Un risque qui est ouvert, un risque clôturé, ça y est, il est terminé. Quel a été le résultat de l'implémentation de la réponse au risque? Est-ce qu'il y a un risque résiduel qui subsiste, par exemple? Donc, quand on identifie les risques, même si c'est avant le plan de management des risques, on ajoute des réponses potentielles. Ça veut dire, même si on n'a même pas commencé la planification, qu'on est en train de travailler sur la charte et qu'on a trouvé des risques et on a trouvé des réponses potentielles, on peut déjà les rédiger sur un registre des risques. Parce qu'on n'est pas des robots. Des fois, on a la solution avant même de passer par le plan. Donc, comme on a dit, on identifie les chargés potentiels de risque, les propriétaires, les risques owners, et la liste des réponses potentielles au risque. Donc, en données de sortie, on va avoir un rapport sur les risques. On va identifier quelles sont les sources du risque global du projet, les facteurs d'exposition importants. On va essayer de mettre aussi la synthèse des risques individuels, le nombre de menaces ou d'opportunités, leur répartition par catégorie. Peut-être qu'on peut rajouter des métriques, des tendances d'évolution du risque depuis qu'on a commencé à évaluer le risque. Et puis, on peut mettre à jour certains documents. Forcément, il y a des hypothèses qui vont se transformer en risques, d'autres qui seront supprimées. Et il y a aussi un lien entre le journal des risques et le journal des points à traiter. Le journal des points à traiter, je rappelle juste que c'est un journal où on rajoute un peu toutes les actions à mener. Donc forcément, on aura des actions comme des solutions à appliquer par rapport à des risques qui surviennent, où on aura peut-être des problèmes qui sont survenus et qui vont nous permettre aussi d'identifier des risques futurs. Notre manière d'identifier les risques, on va en extraire des bonnes pratiques ou des éléments à éviter. Tout cela va s'inscrire au niveau du registre des retours d'expérience du risque. Quand on termine un peu l'identification des risques, on devrait avoir le registre des risques où il y a un peu un identifiant pour chaque risque. On va catégoriser les risques et on va indiquer à côté le nom du risque. Alors, comment on décrit le risque? Généralement, on commence par la source ou la catégorie, on met une description du risque et on termine par quel est l'impact en termes de coût et de délai. Donc ce processus va nous permettre un peu d'identifier et de documenter les risques individuels et de identifier et documenter les sources du risque global du projet. Quelles sont les sources, les plus grandes sources de risques qui peuvent faire dévier le projet? Ça peut être une somme de risques individuels, ça peut être certaines catégories. On pourra remarquer par exemple que le plus gros des risques vient du procurement, vient de l'approvisionnement. À ce moment-là, il faudra peut-être faire plus attention à l'élaboration des contrats, par exemple.
Comme point important, l'identification des risques nécessite de se réunir, hein, mais pas uniquement entre chef de projet et équipe projet, mais de rajouter des utilisateurs, des spécialistes en gestion des risques, des experts du domaine et beaucoup de parties prenantes. Donc, c'est un processus qui va impliquer énormément de parties prenantes et c'est un processus qui va analyser un peu l'ensemble des domaines de connaissances pour voir si ça génère des risques. C'est un processus itératif, ça veut dire ce n'est pas dès qu'on termine la première identification des risques qu'on va s'arrêter, mais on va faire cela pratiquement à toutes les réunions de projet. Donc le processus, il va nous donner un registre des risques et un rapport sur les risques. Et on peut mettre à jour des hypothèses, le journal des points traités, le retour d'expérience. Tout cela va atterrir au niveau des documents du projet. Maintenant, pour générer le registre des risques et le rapport sur les risques, on a besoin de beaucoup de documents. On a besoin du plan de gestion des exigences, l'échéancier, le coût, les ressources, la qualité, les risques, et puis les références de base, les 3 références de base, périmètre, échéancier et coût. Beaucoup d'autres éléments de documents du projet aussi peuvent nous indiquer des risques. Les hypothèses peuvent se transformer en risques. Nos estimations peuvent montrer qu'il y a une volatilité. Les points à traiter, par exemple des problèmes, peuvent nous indiquer qu'il va y avoir un risque plus tard. Les retours d'expérience. Donc on a un retour d'expérience sur le projet et on sait mieux identifier maintenant peut-être des sources de risques. Les exigences peuvent, certaines exigences difficiles à produire peuvent être source de risque. Le besoin en ressources, si on a énormément un besoin de ressources en experts qui sont très rares, ça peut être un risque. Le registre de parties prenantes, ça traduit un peu l'appétit au risque. On peut aussi utiliser le registre des parties prenantes pour faire participer des parties prenantes à l'identification des risques. De toute façon, l'approvisionnement est une principale source de risque, étant donné que c'est une tierce partie en dehors du projet, souvent, et on ne peut pas complètement peut-être maîtriser ce processus. Donc, il y a un risque qui est lié au sous-traitant et à la compréhension des documents d'approvisionnement qui peut-être ne sont pas assez clairs, pas assez détaillés, peut-être que ce n'est pas le bon modèle de contrat qui ne pourra pas couvrir tous les risques. Et tout ce qui est contrat, que ce soit avec le client ou avec les fournisseurs, peuvent être une source de risque. Je préfère voir les outils et techniques dans les slides suivants. Donc comme outils et techniques, on a besoin bien sûr d'experts pour nous aider à identifier des risques, des experts en facilitation aussi pour faire participer le maximum des parties prenantes à l'identification des risques, et on va collecter des données. Ça peut être via brainstorming, ça peut être des checklists qui existent déjà, des entretiens individuels avec des parties prenantes. On va aussi analyser quelle est la cause originelle des problèmes que l'on a. Donc, on fait du root cause analysis. C'est pour éviter que le risque réapparaisse par exemple sur le projet ou sur les futurs projets. Donc on analyse quelle est la cause de ce risque, la cause originelle. Ensuite, on pourra mettre ça au niveau des leçons apprises. Alors, on va aussi analyser les hypothèses et les contraintes. Comme on a dit, certaines hypothèses et des contraintes peuvent jouer sur les risques, il est évident cela. On fait aussi ce qu'on appelle l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Très connu sur la partie management, c'est une analyse qui permet de faire ressortir un peu les forces et les faiblesses et les comparer avec les opportunités et menaces pour essayer d'en extraire des stratégies. Et on analyse beaucoup de documents. Pratiquement, on va analyser des documents qui sont générés par les autres domaines de connaissances, les autres plans, les autres références de base, les exigences. Donc, il y a beaucoup d'analyses des documents.
on va utiliser aussi des techniques de facilitation. C'est des techniques qui permettent de faire participer le maximum de parties prenantes, que chacun puisse donner son avis et de sortir avec un résultat. Donc, on va utiliser ces techniques de facilitation pour identifier les nouveaux risques. On peut utiliser aussi des listes rapides. C'est des listes prédéterminées. C'est des listes que l'entreprise a peut-être déjà ou qu'on a pu récupérer à travers un benchmarking, par exemple. Ces listes étudient le niveau le plus bas. On va lister le niveau le plus bas de l'organigramme des risques. Ça peut être le niveau 2, par exemple, de l'organigramme. Le niveau au-dessus, là, on va identifier la source de risque global ou la catégorie des risques. Quelle pourrait être source de risque? On peut utiliser l'acronyme PESTEL, politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légale. Donc, on va essayer de faire une séance avec les parties prenantes et on va leur dire, est-ce qu'il y a pour vous des risques politiques? Est-ce qu'il y a des risques économiques? Est-ce qu'il y a des risques sociologiques? C'est juste pour essayer de se rappeler les catégories de risques. Mais même si quelqu'un se trompe et met certains risques dans la catégorie économique au lieu de sociologique, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de lister les risques. Dans le même esprit, on peut utiliser l'acronyme TECOP, technique écologique, commerciale, opérationnelle et politique. Il y en a qui utilisent VUCA, pour essayer d'identifier quels sont les facteurs de volatilité, quels sont les facteurs d'incertitude, quels sont les facteurs qui sont en train de générer de la complexité sur le projet et les éléments qui apportent de l'ambiguïté. Tout cela, bien sûr, via des réunions et en majorité, ce sont des réunions de brainstorming. Donc, pour résumer, le processus identifier les risques va nous donner un registre des risques et un rapport sur les risques. Ces documents ont été générés grâce à l'étude de plusieurs autres documents, des plans des exigences, échéanciers, coûts, ressources, qualité et risques, plus les références de base. On essaie d'extraire un peu la liste des risques, on identifie les risques. On étudie aussi beaucoup de documents de projet, regardez, des hypothèses qui peuvent se transformer en risques, des estimations, donc il y a des risques sur des estimations, il faut aussi pour travailler, pour essayer de rajouter des réserves pour aléas, des réserves pour risques. Le journal des points à traiter, il y a certains problèmes qui apparaissent sur le projet qui peuvent nous alerter sur des risques qui vont être générés. Il y a un registre des retours d'expérience sur notre manière d'identifier les risques, étant donné que c'est un processus qui va se répéter plusieurs fois sur le projet. C'est un processus itératif, donc c'est intéressant, comme pour les processus d'estimation, d'avoir un registre des retours d'expérience qui va énumérer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé dans ce type de processus. On va étudier les exigences, on va extraire des risques à partir d'exigences, le besoin en ressources, donc plus une ressource est rare, plus une ressource n'est pas disponible, plus ceci peut engendrer des risques. Et puis, on fera appel au registre de parties prenantes pour non seulement comprendre leur appétence pour les risques, mais pour aussi les faire participer à l'identification des risques. Beaucoup de documents d'approvisionnement, les documents d'approvisionnement déjà peuvent être une grande source pour l'identification des risques. Et puis tout ce qui est contrat, bien évidemment, il y a beaucoup de risques qui sont liés au contrat. Comment on fait ça? On ramène des experts risques, des experts en gestion des risques, et puis on collecte des données via brainstorming, des checklists qui sont des listes prédéterminées et des entretiens avec des parties prenantes. On fait beaucoup d'analyses des causes originelles. Quand il y a un événement qui se produit, donc ou un risque qui se produit, peut-être qu'il y a une cause qui permet d'éliminer ce risque ou d'autres risques. On analyse des hypothèses et des contraintes et on utilise l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, et on analyse tous les documents. La facilitation est là pour faire participer l'ensemble des parties prenantes et sortir avec un résultat qui sera détaillé dans le rapport sur les risques et le registre des risques. Il faut juste savoir que le rapport sur les risques, ce n'est rien de plus qu'un document
très détaillé sur les risques. Tous les éléments que l'on ne peut pas mettre dans un registre, hein, les rapports de tendance, des détails sur des risques. Donc ça, on met ça au niveau du rapport.